Bonsoir, Richard. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Plaisir. Vraiment content de t'avoir avec nous. Richard, plusieurs se demandaient où était l'opposition durant la pseudo-pandémie. On l'a trouvé. On le sait maintenant. Je te fais écouter la vidéo qu'on va commenter par la suite. Je me souviens, moi, d'un vendredi après-midi, en pleine pandémie, où je suis au centre-ville de Montréal, puis je le texte. Il n'y a personne à son bureau du premier ministre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, débarque à mon bureau, j'arrive avec une bouteille de vin. Alors, on a passé un après-midi à parler de politique, juste nous deux. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit. Mais non, mais c'est génial. Moi, j'adore ce Il y a genre une d'histoire. tempête de neige. Il n'y a personne. Là. Il y a les gardes du corps. Je suis dans son bureau. Je me souviens parce qu'il y avait une manifestation, il y avait du popcorn à terre, rentrer du popcorn. Et là, on a passé l'après-midi. Puis après, j'ai dit, ben là, il faut que je m'en aille chez nous parce que tu as mis un couvre-feu. Il me dit, veux-tu que je te signe un papier? Non. Alors, j'ai trouvé un taxi. Ça, c'est arrivé. Et on a un moyen aussi d'échanger ensemble. Quand il arrive quelque chose, on a un moyen d'échanger ensemble. Alors, oui, j'ai beaucoup d'affection pour lui, c'est vrai. Et puis, si je dis quelque chose qui l'a touché, que c'est vrai, je vais faire amende honorable très rapidement. Puis, ajouter à ça un autre élément. En début de mandat comme premier ministre, son attaché de presse est mon ancien attaché de presse. Moi, Richard, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais fiberglassé pour pouvoir utiliser une expression bien de chez nous. On parle du chef du Parti québécois par intérim durant la COVID, qui est en train de nous faire des déclarations comme on a un code bien secret en nous, quand j'ai fait quelque chose qui l'a déplu, je fais amende honorable. Comment toi t'expliques cette sortie de Pascal Bérubé? Puis comment interprètes-tu le fait que lorsqu'il dit quelque chose au PM qui affecte le premier ministre, Pascal Bérubé mentionne lui écrire pour lui faire amende honorable? Puis là, on parle du parti d'opposition, là. Ben, c'est intéressant parce que ça montre les coulisses du pouvoir. Hein? Nous, on le sait quand on est dans le milieu, comment ça fonctionne. C'est que ces gens-là, c'est des copains là, en bout de ligne. Il y en a qui se détestent pour énormément, mais c'est un spectacle ce qu'on voit lorsqu'ils débattent et tout le reste. Fait qu'il faut regarder les fruits, en fait, qui proviennent de tout ça. Quand tu as une opposition qui est complètement absente pendant toute la période du COVID, ben, tu n'as pas besoin d'entendre ça pour comprendre. Sauf que ça c'est venu ajouter. Et il est un peu candide. On voit qu'il est heureux d'être content. Là, Ben, c'est un groupie, forcément. Là. Très groupie, mais ces gens-là viennent du Parti québécois. Il faut comprendre que la CAQ a vidé les organisateurs du Parti québécois et du Parti libéral. Hein? C'était ça la force de Legault, c'est de tout ramener tout le monde. Et là, aujourd'hui, que le Parti québécois serait bon dans les sondages, ben, les gens veulent revenir au Parti québécois. Sauf que là, ils disent, il y a un instant, il y a un problème. Mais on voit que ces gens-là se connaissent tous. Et ce qu'il est allé dire là, c'était une horreur parce qu'au même moment, nous, on recevait des contraventions parce qu'on était dans la rue ou peu importe quoi. Et le pauvre monde souffrait. Et là, il est en train de se bidonner avec une bouteille de rouge. Avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Et je ne suis pas sûr que François Legault était content d'entendre cette entrevue-là. D'ailleurs, ils l'ont retirée depuis le temps parce qu'elle a trop été rediffusée. Mais beaucoup l'ont conservée et on la rediffuse ad nauseam parce que ça montre la réalité. C'est la vérité qu'on voit. Là. Mais dis-moi, là, parce qu'il y a eu des grosses déclarations dans l'espace de 40 secondes. Là. Comment se fait-il qu'on échange nos attachés de presse? Parce qu'il dit que mon attaché de presse est maintenant devenu l'attaché de presse de Legault. Là. C'est ce qu'il a dit. Fait que je me dis, aïe aïe. Bien, tu as Boileau qui a été recruté par sa fille qui était l'attaché de presse de Dubé. Il ne faut pas se compliquer la vie. Est-ce que c'est ça qu'on appellerait de l'opposition contrôlée? Bien, c'est qu'en fait, c'est un club. Alors, si tu es dans le club des mondialistes et que tu respectes les ordres qu'on vous donne, peu importe d'où ça vient, hein, les gens ne savent pas nécessairement qu'ils sont manipulés. Celui qui a vendu son terrain, une fortune à Nordvolt, il ne pense pas, lui qui fait partie du réseau, mais il en fait partie, même s'il trouvait ça... À son insu. Il souriait, mais à son insu, mais lui, on lui offre des millions, il va accepter. C'est la même chose au niveau politique. Donc, qui tu connais... La journée que Dubé dit on va chercher quelqu'un pour remplacer Arruda, ben la fille a dit mon père, lui, il pourrait faire l'affaire. Ce que tout le monde ferait dans une situation normale. Le problème, c'est qu'ils oublient qu'ils sont dans une position d'autorité. Ils oublient surtout que depuis 2020, ils ont agi avec dictature contre le peuple. C'est ça qui est grave. Absolument. On reste dans le COVID parce qu'il y a Éric Girard qui a déposé son budget pour l'année 2024. Puis il a mis la faute en partie sur le COVID, puis tous les résultats de son budget teintés un peu à cause du COVID. On regarde un extrait vidéo que j'ai fait un montage, mais je pense que tu vas apprécier. On en reparle par la suite.
Déficit record de 11 milliards. On n'a jamais vu un budget annoncé, un déficit annoncé, parce qu'on verra au terme, effectivement, c'est 11 milliards. Mais 11 milliards de dollars, c'est même plus élevé pendant la COVID. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé financière du Québec en ce moment? Durant la conférence de presse, on vous a souligné, vous passerez à l'histoire comme étant le ministre des Finances ayant eu le déficit le plus important. Un budget exigeant et responsable. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas être étonné de passer d'une projection de 3-4 milliards à 11 milliards, alors que vous dites qu'on n'est même pas en récession? Du fameux 7 millions pour les Kings. Oui. Dans la situation actuelle, est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec cette aide-là aux Kings? J'ai dit avec le 11 milliards annoncé, là? J'ai eu l'occasion de dire, de commenter ce dossier-là plusieurs fois. C'est 5 à 7 millions une fois. Et puis, on parle d'un déficit structurel, 5 à 7 millions. On parle d'un déficit structurel de 4 milliards de dollars récurrents. Puis c'est ça qu'on doit s'occuper. Et moi, je suis commis, c'est gérable. Mon éducation, ma formation, c'est un honneur de servir. Puis je laisse... Les Québécois sont intelligents, je les laisse juger si ma moyenne au bâton est bonne. Durant la pandémie, on a eu la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale et on a donné des ressources au réseau de la santé pour combattre un virus qu'on ne connaissait pas. Puis là, on a des impacts permanents sur les finances publiques. Mais ce qui se passe en 2024-2025, c'est que l'économie est arrêtée sous le poids des hausses de taux et qu'on n'a pas d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec parce qu'il y a eu de la sécheresse l'été dernier. Alors, il y a des facteurs temporaires. Les feux de forêt qui a affecté les exportations d'Hydro-Québec. L'augmentation de la population, l'augmentation de la population nous amène des coûts. Le déficit est gérable. On vient de baisser les impôts, là, fait qu'on les remontera pas. On est parti d'un surplus de 7 milliards de dollars en 2018 à un déficit de 11 milliards de dollars maintenant. Moi, je suis vraiment heureux d'être ministre des Finances. Je suis formé pour ça. J'ai un bac de l'Université McGill, une maîtrise de l'UQAM en économie. J'ai travaillé comme trésorier d'une grande banque. Alors, mon éducation, mon expérience, c'est un honneur, le service public. Je suis très content. C'est incroyable. C'est presque une parodie, puis c'est pourtant réel. Tu as dû avoir beaucoup de plaisir à faire ce montage-là. Écoute, je me suis vraiment bidonné. Mais c'est quoi tes impressions à toi à la suite du visionnement de cette vidéo-là? Moi, ma réaction première, c'est si c'était mon ministre, là, si j'étais chef de cabinet, je dirais qu'il faut qu'il aille à l'école, là, ça n'a pas de bon sens. Il fait toutes les erreurs possibles. Ouais. Tu comprends? En partant avec les Kings de Los Angeles, c'était une énorme bourde initialement. Puis il a continué à dire que c'était parfait. Et là, il le dit encore. Alors qu'on est en plein déficit record. Vous allez passer à l'histoire comme étant le ministre qui a fait ça. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'il a été mis en place. Lui, il n'est pas élu, ce gars-là. Là. Il est mis en place. On choisit le ministre des Finances avant l'élection. Alors, Legault, il avait sa slate. Quand je vais être élu, ça va être Fitzgibbon, Girard, Dubé et moi, les comptables. Ouais. Mais une fois qu'ils sont en place, leur objectif, ce n'est pas le bien commun du Québec. Non. Donc, le déficit qui est là, il paye qui? C'est ça la question. Ouais. Hein? On creuse le déficit, et on l'a vu, c'est mondial. On nous enlise au niveau économique, et lui, il est fier, il parle même de ses diplômes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il va avoir fini cette tâche-là, ils vont lui donner une belle position dans les grandes stratosphères économiques, parce qu'il a créé un déficit. Vas-y. Comment on peut, quand on crée un déficit, je comprends avec la réponse en partie, mais cataloguer ou qualifier ce budget-là de budget responsable? Ben, c'est parce que... Écoute, ils l'ont dit, là, le ministre libéral, il a dit qu'on avait des surplus en 2018 de 7 milliards, puis là, on est rendu avec un déficit de 11 milliards. Et ça, c'est l'élection première de la CAQ. Donc, eux autres qui avaient... Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils critiquaient les libéraux pour moins que ça. Et aujourd'hui, ils font pire. Et c'est ça qui désabuse les gens. C'est qu'on continue à croire que les prochains vont être différents. Ils font pire. Ouais. Mais c'est parce que c'est prévu comme ça. C'est ça le problème. Mais d'arriver avec les bassins d'Hydro-Québec sont vides, écoute, c'est comme la cerise sur le sundae, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il n'a vraiment pas pratiqué. Il est tellement sûr de lui, puis il n'y a tellement pas de conséquences. Souvenons-nous de Fitzgibbon qui aurait dû démissionner 3 fois. Il est encore là. Donc, ils savent, eux autres, qu'ils ont une carte blanche pour agir. Ils ont une mission précise et ils la font très bien. Mais tu le dis, Richard, quand on entend là, les bassins
où les réservoirs d'Hydro-Québec sont vides, alors qu'il y en a plein qui sont justement là en pause, qu'on ne fait pas rouler. Puis il parle de sécheresse, alors que les agriculteurs ont perdu gros pourcentage de leur récolte l'année dernière à cause de l'accumulation des eaux. Puis on a eu un été de merde l'année passée parce qu'il pleut pratiquement tout l'été. C'est à ne rien y comprendre. Là. Comment Ça n'a on peut aucun arriver- rapport. Tu ne parles pas de ton déficit par rapport à Hydro-Québec. C'est comme si Hydro-Québec, c'était comme le gouvernement. Hein? Ouais, c'est ça. C'est comme s'il était en affaires, le gouvernement, pour Hydro-Québec, et leur raison d'être, c'est C'est complètement absurde. Hein? Fait que on comprend que Hydro-Québec, c'est une société d'État qui doit générer des revenus, etc., et que le gouvernement siphonne depuis très longtemps. Au lieu de passer les économies aux contribuables, on siphonne pour payer le déficit, etc. Alors, d'arriver avec cette raison-là, ça montre son incapacité de débattre, cet homme-là. Il est obligé de parler de ses diplômes pour essayer de dire qu'il y a une raison d'être là. Ouais. C'est à peu près comme les trois autres comptables là, qui ont beaucoup de difficultés. D'ailleurs, François Legault a fait à la blague, il a dit notre mise à jour avec l'ordre n'est pas très, 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 très récent, parce que ça fait longtemps que ces gars-là sont dans ces milieux politiques-là. Donc, le déficit est attribuable à une mauvaise gestion beaucoup plus qu'aux éléments qu'il a énumérés. Est-ce que le déficit est voulu par les grandes banques mondialistes qui veulent nous asservir? La réponse est oui. Oui, tout à fait. Quel rôle joue habituellement l'opposition quand on est en train de présenter un budget comme celui, puis en plus déficitaire à 11 milliards, comme celui que Éric Girard a présenté? Bien, on entend plutôt le député du Parti québécois qui prend un verre de vin rouge avec le premier ministre qui est tout content, plutôt que de déchirer sa chemise sur un déficit semblable. Mais en même temps, tu regardes aussi, l'opposition, elle est morcelée. Alors, si Québec solidaire sort contre le budget, les gens vont dire c'est normal, c'est des communistes, donc c'est normal. Il y a comme une espèce d'incapacité d'avoir un message cohérent d'opposition. Il n'y a pas une opposition officielle. L'opposition officielle, c'est qui, là, actuellement? C'est pas clair. Avec les sondages, le Parti québécois de 3 députés pense que c'est eux autres, ou 4, là, maintenant. C'est absurde. Là, on est dans l'absurdité totale. Donc, il n'y a pas vraiment de leadership, d'opposition. Et l'opposition étant contrôlée dans notre système de parti, bien, même s'il y avait une vraie opposition structurée, comme on a à Ottawa, où l'opposition a le vent dans les voiles et c'est le Parti conservateur, bien, on sait qu'ils vont faire la même chose une fois au pouvoir à cause d'un tas de facteurs. Ouais. Mais ce que les gens voient, c'est ce que les médias leur relancent. Et actuellement, on ne voit pas beaucoup de monde déchirer sa chemise par rapport à ce budget-là. Et quand Girard vient nous parler de déficit structurel, il prend des termes que personne ne comprend. Là. C'est sûr, c'est sûr. Richard, je ne peux pas te laisser aller sans avoir ton feedback ou tes commentaires par rapport à 2 projets de loi qui vont faire extrêmement du tort à l'ensemble du Canada. On parle du projet de loi 63 puis le projet de loi 367. Un qui a été soumis par François Blanchet, chef du Bloc québécois, puis l'autre qui est par le gouvernement en place, qui est le gouvernement des libéraux, là, de Justin Trudeau. Selon toi, c'est quoi la motivation derrière la décision de mettre en œuvre le projet de loi 63 puis le projet de loi 367 puis d'en faire des lois canadiennes? En fait, 367, là, parce que c'est des chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. C'est vraiment d'arriver, de criminaliser le discours qui est, somme toute, assez libre. Donc, quelqu'un de responsable qui tient un discours, moi, quand je donne des faits, je ne reçois pas de poursuite judiciaire pour dire que j'ai dit quelque chose de négatif par rapport au ministre des Finances. Pourquoi? Parce que c'est fondé en raison, etc. Alors, le gouvernement veut changer ça, parce qu'on se rapproche d'une dictature de plus en plus. Trudeau l'a prouvé contre les camionneurs lorsqu'il est allé jusqu'à geler les comptes de banque. Donc, imaginez, là, on est dans un pays libre, on est allé jusque-là. Et là, on veut le faire au niveau de l'information. Et le Bloc québécois en rajoute une coche. Le Bloc québécois, c'est dirigé par les syndicats, donc eux autres, c'est le marxisme. Donc, on va aller enlever la protection de la religion en plus. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se servir de textes bibliques pour pouvoir dire la vérité. Il y a une protection qui est reconnue par les tribunaux, comme l'expliquait bien John Carpay. Alors, si on enlève cet aspect-là, il reste quoi? Il ne reste plus rien. Là. On a fait table rase. Ouais. Et la vérité, bien, on va la prendre où? Et après ça, on arrive avec les enfants. On parle de l'autorité parentale qui est bafouée déjà. Donc, on voit qu'on est en train de nous hacher comme un salami, là.
Petite tranche à la fois. Mais là, les bouchées sont assez larges. Hein. Les tranches sont plus épaisses. Ils ont élargi les tranches pas mal, sont généreux. Mais c'est toujours dans le sens de leur philosophie à eux, qui est une philosophie wokiste, marxiste à la rigueur, mondialiste. Alors, les parents qui vont être contre les valeurs du gouvernement vont perdre l'autorité parentale au point qu'on va enlever les enfants, etc. Donc, criminaliser le discours, c'est l'étape ultime. Ça se passe en France, ça se passe partout en même temps. Là. C'est vrai, c'est vrai. Aux États-Unis, ça passe moins bien parce qu'il y a un individualisme qui est ancré dans la population. Donc, ils sont plus prudents, mais ils laissent faire la job par surtout la France et le Québec au Canada. Et une fois que ça va être fait, bien, ça va faire boule de neige et ça va se faire reconnaître par d'autres pays aussi. Absolument. Comment tu vois l'évolution puis le rôle des médias sociaux dans la société, en particulier en termes de partage d'informations puis de formation d'opinion? C'est sûr que les médias sociaux, c'est un couteau à deux tranchants. Hein? Les gens qui les dénoncent, moi, je ne touche pas à ça, bien, tu te limites beaucoup. C'est une source d'information gigantesque, mais on est en train de vouloir la contrôler complètement pour empêcher de dire la vérité. Le problème, depuis le début de la COVID, par exemple, c'est qu'on a raison sur toute la ligne. Ouais. Mais que ça, c'est diffusé partout. Et je parlais avec quelqu'un récemment en disant que ceux qui nous dénigrent dans les médias de masse, comme Radio-Canada et tout ça, ils utilisent ce que nous, on dit, ici à Théovox et ailleurs. On nous écoute. Hein? Vous aimez ça, de savoir ce qu'on a à dire, parce que vous savez que nous, c'est fondé, puis c'est argumenté, c'est solide. Ouais. Alors, les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, nous permettent de diffuser. C'est contrôlé, on le voit très bien. On est ghosté, puis on voit très bien qu'il y a une manipulation. Mais éventuellement, si les lois dont on vient de parler passaient, on ne pourrait même plus aller dire quoi que ce soit. Donc, on va être obligé de s'auto-censurer ou d'aller en subir les conséquences. Absolument. Bien, Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire la lumière sur ces nouvelles-là qui ont été vraiment des nouvelles d'actualité cette semaine. Plaisir. Merci. J'aime les expressions, Richard. On est en train de nous trancher comme un salami, puis les tranches épaississent. Je vous dirais, c'est même plus d'année en année, c'est quasiment rendu de mois en mois, si ce n'est pas de semaine en semaine. Et je voulais terminer ce soir avec la conclusion suivante. Vous savez, avec toutes les lois de censure qu'on est en train de nous injecter là, à forte dose dans notre société, des lois de censure pour amener une certaine peur, pour empêcher justement la vérité d'être diffusée, parce qu'on veut contrôler de plus en plus un narratif. Puis ce contrôle de narratif-là, on le fait en censurant la vérité et en créant, si vous voulez, un sentiment de peur sur notamment la communauté chrétienne. J'ai dit d'entrée de jeu, on est en train de politiser des valeurs morales et puis on est en train de mettre des lois qui vont faire en sorte qu'on veut bâillonner la vérité et la dénonciation par rapport à des comportements qui seraient anti-bibliques. Et la parole de Dieu va être elle va être très claire dans 1 Pierre 3, 15, 16, ça va nous dire « Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » 2 Timothée 4, 2 va nous dire « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Et même si les lois ne sont pas favorables, c'est toujours favorable de prêcher la parole de Dieu. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends avec censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Verset 3 va nous dire « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui, pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances. Hein, ce n'est pas justement la vie chrétienne ou de prêcher la parole de Dieu ou d'exposer la vérité. Ce n'est pas nécessairement gage de ne plus avoir de souffrance. Ça nous dit de supporter les souffrances. Alors tous ceux qui disent « Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème, ta vie va être belle », puis tout ça, c'est pas vrai. En diffusant la vérité, on s'appelle certaines souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. La Bible va nous dire, dans Matthieu 28, 19, 20, ça va nous dire, je l'ai dit d'entrée de jeu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et tout, c'est tout. Et tout
vient en dépit des lois qu'on est en train d'instaurer de censure, de peur pour empêcher les gens, les chrétiens, les croyants de diffuser la vérité. Notre mandat demeure le même en dépit des changements de loi. Diffuser la vérité, prêcher l'entièreté de la parole de Dieu, d'être soumis à l'autorité suprême qui est Jésus-Christ, avant même ce que les gouvernements peuvent nous édicter de faire. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.